Alors, je voudrais quand même commencer par remercier le Collège de biologie médicale et l'ALM de m'avoir invité pour présenter une petite étude préliminaire qu'on a fait au niveau du site Anabio, du laboratoire Synergie Bio, en 2013. Et je tiens également à remercier le professeur Jeanqui, qui est le chef de service du Centre caribéen de médecine de la reproduction, pour m'avoir permis de disposer des données qui sont au niveau du centre. Donc c'est vrai que le sujet, on pourrait se dire que biologie et grossesse, les prostatites chroniques, pourquoi à ce congrès? Encore que quand on voit ces diapositives, on voit le fil conducteur. Donc effectivement, pour arriver à la grossesse, il faut 2 gamètes et donc il faut des hommes avec des spermatozoïdes qui sont de bonne qualité. Et donc la prostatite qui peut entraîner des altérations spermatiques rentre bien sûr dans le contexte de la grossesse. Donc, quand on regarde les indications au niveau des infertilités des couples qui sont pris en charge au Centre caribéen de médecine de la reproduction, on voit que dans 40,4% des cas, l'indication, c'est une altération spermatique. Alors, les prostatites, je vais passer assez rapidement. Les prostatites, on a différents types de prostatites. Aiguës, mais là, ça ne concerne pas les patients en général qui viennent pour un bilan d'infertilité, puisque généralement, ces patients présentent des douleurs qui sont importantes et des signes d'appel cliniques qui sont francs, donc ils vont en général consulter. A contrario, par contre, quand il s'agit de prostatite chronique, la majorité des patients ont une petite gêne, une petite douleur pelvienne, mais rien qui puisse les inciter à consulter. En particulier, c'est souvent très frustre et on n'a pas forcément un retentissement brutal sur, par exemple, la sexualité. Et donc, les patients, ils sont tolérants et ils gardent comme ça une prostatite chronique sans consulter. Et du fait des effets délétères de cette prostatite chronique, il y a souvent des altérations spermatiques et c'est pour ça qu'on voit ces patients souvent en consultation au Centre caribéen de médecine de la reproduction. Donc, les infections du sperme sont liées aux infections des glandes génitales annexes, prostate, vésicule séminale et épididyme. L'origine, c'est une infection par voie rétrograde à partir de l'urètre, liée en fait à des infections des MST et des infections urinaires avec la possibilité de reflux d'une urine infectée dans la prostate. Quand on regarde la diapo suivante, on se rend compte que dans 60% des cas de patients qui consultent pour une infertilité, l'infection est présente, qu'elle soit chronique, avec signe clinique, avec antécédent d'infection ou pas. Donc, pour le diagnostic de l'infection des glandes annexes masculines, se pose par la présence d'altérations spermatiques et l'association avec des facteurs qui peuvent être cliniques ou des facteurs cytobactériologiques ou des facteurs spermiologiques. Donc, outre l'altération du sperme, c'est-à-dire les oligo-asténotératospermies, on va avoir donc des facteurs cliniques comme les antécédents d'infection, des antécédents d'épididymite, ou bien des signes cliniques avec des douleurs, des anomalies évocatrices lorsqu'on fait un toucher rectal à ces patients. Outre l'altération spermatique, on va parfois aussi avoir des facteurs de type ECBU positifs. Outre les altérations spermatiques, on va avoir des facteurs spermiologiques avec donc des hypospermies, des variations au niveau du pH, du volume du plasma séminal. Donc, pour faire donc le diagnostic de ces infections, on va faire une spermoculture et un premier jet d'urine à la recherche donc du chlamydier et du mycoplasme. Le dosage de PSA n'est pas recommandé dans les prostatiques. On peut faire également une biochimie séminale parce que les anomalies de la biochimie séminale sont en rapport direct avec les altérations du sperme. Le dosage de l'élastase séminale, ça c'est très anecdotique. Certaines publications montrent que ça peut permettre de faire la différence entre une infection et une inflammation. Pour compléter donc le diagnostic des infections des glandes annexes masculines, on fait également des échographies, en particulier des échographies prostatiques par voie endorectale. Et là, on fait à la recherche de calcification. Donc, je vais passer très vite sur les effets. Donc, on sait très bien que les infections ont des effets délétères puisqu'il y a libération de radicaux libres oxygénés qui peuvent avoir des effets délétères à la fois sur tous les niveaux de l'appareil génital et sur les spermatozoïdes, entraînant parfois des fragmentations d'ADN.
Pour les infections chroniques, les effets délétères sont certes liés aux radicaux libres oxygénés, mais également à l'action directe des germes pathogènes sur les spermatozoïdes ou à la libération de toxines par certains germes. Alors, une spermoculture, pourquoi faire? Dans le cadre de la prise en charge de l'AMP, réglementairement, on doit faire une spermoculture avant toute prise en charge des patients en FIV ou en insémination. Pour les inséminations, c'est 6 mois, mais ça s'est écourté. Pour une première tentative, il faut une spermoculture obligatoire 3 mois avant. Alors, pourquoi? C'est pour permettre effectivement d'éviter la contamination par le sperme en cas de tentative, mais également pour, s'il y a des signes infectieux, de soigner l'infection, et aussi de préserver la conjointe d'une contamination éventuelle. Alors, effectivement, donc, dans la plupart des cas, donc presque 40% des cas, quand on a une spermoculture positive, on aura des contaminations de nos milieux de culture, ce qui peut aboutir à un abandon de la tentative en cours, d'où l'importance de bien avoir une spermoculture avant donc toute tentative de procréation médicalement assistée. Alors, la spermoculture est habituellement associée au spermogramme parce qu'effectivement, sur le spermogramme, il y a des signes qui peuvent orienter vers une infection des glandes génitales annexes masculines. Le pH qui est modifié, une présence importante de leucocytes, un volume faible, c'est en général signe d'appel infectieux, le pourcentage de spermatozoïdes atypiques avec ou sans nécrospermie, donc diminution de la vitalité, qu'on retrouve souvent dans les infections à chlamydier, la présence de spermatozoïdes à flagelles enroulés, importante, et la présence d'une asténospermie, en particulier quand on a des entérocoques, les Escherichia coli et l'Uraplasma erythritecum. Et ce qui est très important également, c'est que on sait que le rapport entre la bactérie et le nombre de spermatozoïdes est déterminant. Alors les germes qui sont à l'origine des infections, il existe des germes qui, dès qu'ils sont présents, sont contaminants, sont pathogènes, c'est Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae. D'autres, il faut un certain seuil de pathogénicité, encore qu'en assistance médicale à la procréation, on est sur le principe de précaution, donc on traite en général dès qu'il y a un germe au niveau du sperme. Alors, en AMP, donc comme je disais tout à l'heure, on fait un bilan systématique, spermoculture, premier jet d'urine. Mais par contre, on était souvent confrontés à la situation suivante, c'est-à-dire qu'on avait des patients avec des fortes altérations du sperme, avec plus ou moins des signes cliniques d'appel, et signes échographiques ou pas, mais on avait beau faire des spermocultures itératives, rien. Donc, on s'est posé la question, mais comment on fait pour améliorer les paramètres spermatiques alors qu'on n'a rien n'est documenté. Donc, au laboratoire, on s'est dit, on va faire une petite variante de la spermoculture qui est classiquement faite. On va, de manière à déterminer, est-ce qu'on peut détecter des bactéries qui sont parfois pathogènes, présentes au fond de la prostate, par exemple, en faible quantité, et qui ne sont pas détectées sur nos techniques qu'on utilise habituellement. Pourquoi? Parce que, malheureusement, on se retrouve avec des spermogrammes qui sont altérés de manière itérative, et on n'a rien comme arsenal thérapeutique pour permettre d'améliorer les paramètres spermatiques et donc d'être moins invasif en termes d'assistance médicale à la procréation. C'est-à-dire qu'en améliorant les paramètres du sperme, on peut passer d'une technique de l'ICSI à l'insémination intra-utérine, qui est quand même une technique où on fait, qui est beaucoup plus simple sur le plan de la stimulation ovarienne. Et par ailleurs, il y a très peu d'études sur l'impact de l'antibiothérapie sur la qualité spermatique et les issues d'AMP. Donc, ce type d'étude est intéressant à mettre en place. Donc, comme je disais, donc, la spermoculture classique, c'est toutes les étapes qu'on peut voir ici. Et donc, ce qu'on a décidé au niveau du laboratoire, c'est d'apporter, en plus, au moment où on réceptionne le prélèvement, de faire un enrichissement dans un bouillon de culture. Et ce bouillon de culture, on le laisse incuber et on va donc faire de nouveau, à partir de ce bouillon dans lequel on aura mis donc le sperme et ou le premier jet d'urine, on va l'ensemencer pour essayer de dépister les bactéries pathogènes. Donc c'est une étude qui a été faite de janvier 2011 à septembre 2013.
Donc, à partir de tous les patients qui venaient au labo pour la spermoculture, on a sélectionné tous les patients qui avaient des signes d'appel d'infection génitale des glandes annexes masculines et pour lesquels on avait des spermocultures qui étaient négatives. Et donc, on a testé les deux méthodes. Et on a comparé les méthodes par rapport à leur potentialité à détecter les germes qui peuvent être pathogènes, Et on a fait des analyses statistiques. Alors, globalement, pour la plupart des patients qui présentaient donc des spermocultures négatives, la plupart avaient des altérations spermatiques comme indication de signes d'appel des infections des glandes annexes masculines. Mais d'autres avaient également des antécédents d'infection, des signes d'appel cliniques ou échographiques. Mais toujours spermoculture négative quand on le faisait de manière classique. Les paramètres spermatiques de l'ensemble de ces patients, en moyenne, étaient altérés, surtout au niveau de la concentration qui était faible, la mobilité et la vitalité. Pardon. Alors, lorsqu'on a comparé la détection des germes dans le sperme par la méthode classique, la méthode 2, on va dire, alors, on voit effectivement qu'il y a que la méthode 2 détecte 83% d'échantillons non stériles contre 54% pour la méthode 1, et la différence est significative à la fois dans le sperme et dans les urines. Donc, elle détecte 95% des échantillons non stériles contre 70% par la méthode 1. La fréquence des germes qui ont été retrouvés lorsqu'on a fait cette étude, globalement, c'était beaucoup de Staph non-aureus. Bon, bien sûr, c'était des prélèvements qui étaient contaminés. D'ailleurs, ça nous a permis donc d'améliorer nos pratiques en accentuant en fait les explications des patients sur les conditions d'hygiène lors du recueil. D'autre part, on a beaucoup sélectionné, on a retrouvé surtout des Enterococcus faecalis, les Klebsiella, les Escherichia coli. Donc, ensuite, la deuxième partie de notre travail a été de comparer les paramètres spermatiques des patients avant et après traitement. Donc, c'était des patients pour lesquels on avait trouvé des germes par la méthode 2, et ensuite on a comparé en fait la moyenne des patients qui avaient été traités sur les paramètres spermatiques avant et après traitement. Et effectivement, on a eu une différence significative au niveau de la mobilité progressive avant et après traitement, ce qui montre l'intérêt en fait d'avoir une spermoculture positive, donc qui pourrait permettre d'avoir une antibiothérapie documentée, et après traitement d'améliorer les paramètres spermatiques. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon. En faisant une analyse en régression linéaire multivariée des paramètres spermatiques des patients, suivant le type de traitement documenté ou probabiliste, parce que parfois les patients avaient un traitement probabiliste. Alors pour l'instant, l'effectif est un petit peu trop faible. On voyait, parce que pour avoir des effectifs avec des patients, les retours sur les traitements, et voir vraiment si le traitement est documenté ou probabiliste, c'est un peu difficile. Donc du coup, on n'avait que 24 patients, et l'analyse multivariée en régression linéaire montre une tendance à une amélioration des paramètres spermatiques, en particulier sur le pH et la mobilité progressive, suivant le type de traitement. Donc, c'est à vérifier, c'est à poursuivre. Donc, prudence, ce sont des résultats qui sont juste préliminaires. Certains facteurs intercurrents ne sont pas pris en compte, notamment les délais entre les prélèvements, parce que parfois le délai peut être jusqu'à 1 an. Donc, il est nécessaire de mettre en place une étude prospective pour réellement voir l'influence d'un traitement documenté. Il est nécessaire également de privilégier la méthode 2 comme outil diagnostique, non pas pour tous les patients, mais pour des patients qui présentent des signes d'appel, des signes d'appel d'infection des glandes génitales annexes masculines, mais sans bactériémie documentée. L'intérêt de cette étude prospective, c'est la réponse possible à certaines questions. Donc, l'intérêt du traitement pour évaluer les bénéfices du traitement, les bénéfices en termes les bénéfices pour l'AMP, notamment voir si, quand on traite les patients, quand ils sont infectés, est-ce qu'on a des pourcentages, des taux de grossesse qui sont plus importants. Et l'intérêt également, c'est de permettre d'évaluer le délai nécessaire pour pratiquer une spermoculture et un spermogramme de contrôle après traitement. Je vous remercie. Je pense que j'ai accompli ma tâche.
Donc, je remercie l'équipe du CCMR, l'équipe du site Anabio et Christophe Armand qui est en fait qui m'a beaucoup aidé, qui est un statisticien, un épidémiologiste du département de recherche au CHU. Voilà. Merci, docteur Pavili. Avez-vous rapidement une question? J'aurais une question à poser au docteur Pavili. Donc, si je comprends, vous faites une technique spéciale pour enrichir le sperme. Comment peut-on être sûr que ce que vous allez retrouver ne provient pas d'une contamination extérieure, dans la mesure où on sait que les germes se multiplient très rapidement? On prend une urine, on la laisse une heure, ça passe de 10 puissance 2 à 10 puissance 4 germes. Donc, si en plus on le met dans un bouillon, est-ce qu'il y a un lien vraiment? Est-ce que vous avez pu prouver le lien entre les germes retrouvés et l'impact sur les spermatozoïdes, enfin l'altération des spermatozoïdes? Justement, c'est au niveau de la diapo. Mince, désolée. Justement, c'est pour ça qu'on a comparé les paramètres spermatiques des patients et on a vu qu'il y avait une tendance à une amélioration des paramètres spermatiques sur antibiothérapie documentée à partir des germes qu'on avait retrouvés. D'accord ? Les germes qu'on a retrouvés, en fait, ce sont des germes qui n'étaient pas... C'est-à-dire qu'on prenait le même prélèvement. C'est le même prélèvement qu'on utilise et qu'on met dans les deux, en parallèle. Donc, si effectivement c'est une contamination, en général, on va quand même la retrouver en spermoculture, enfin, sur la méthode classique. C'est ça que je veux dire. Enfin, parce que si c'est vraiment... Quand c'est des contaminations, ça sort tout de suite, puisque ça sort vraiment tout de suite. Or là, c'est vraiment une méthode qui permet de voir que sur le prélèvement, en méthode classique, il n'y a rien, mais c'est des germes en petite quantité qui sont... voilà, exactement. C'est sur des concentrations faibles en germes pathogènes. Donc, en germes pathogènes. Enfin, je pense que... Enfin, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est un différentiel. Exact. Je disais, en fait, c'est un différentiel en base sur le milieu classique. On ne trouve rien. Exact. Hein. S'il y avait quelque chose, ce serait dû à la contamination. Ben oui, c'est ça. Et quand on enrichit, on permet de faire sortir des germes qui sont à des concentrations infinitésimales. Voilà. Mais en les traitant, ça améliore la qualité du sperme et vous avez de meilleurs résultats. Exact. C'est ça. Mm-hmm. Et surtout, en plus, on contamine beaucoup moins nos... Parce qu'on a parfois des contaminations dans nos minicultures sur des spermocultures qui sont soi-disant négatives. Donc, voilà. Merci. Je voulais juste savoir si vous avez... 2 minutes. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée, justement? Alors, en fait, j'ai la chance de pouvoir travailler avec 2 équipes et d'aborder les problèmes sous 2 aspects. L'aspect effectivement clinique et l'aspect biologique. Et moi j'étais au centre de tout ça. Au staff, effectivement, on a tout le temps cette problématique et on ne sait pas quoi faire. On s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose. Et j'avoue que, voilà, je me suis dit, on pressentait qu'il y avait peut-être quelque chose, mais la méthode n'était pas suffisamment sensible pour permettre, voilà, parce que quand il y a des altérations spermatiques, il y a quand même des altérations spermatiques avec des signes d'appel d'infection, ou bien des signes échographiques d'infection. Donc, on ne comprend pas que la spermoculture arrive négative. C'est dans ces cas-là, c'est pas tout venant. Hein. Ça, c'est vraiment pour des patients qui ont des altérations spermatiques, des patients qui ont des signes cliniques d'appel infectieux, enfin des signes infectieux. Donc, il y avait quelque chose à voir, en fait. Donc, c'est vrai qu'il faudrait avoir un effectif beaucoup plus important pour bien et continuer. C'est un petit peu le souhait au niveau du CCMR et on y travaille, voilà.
Bon, je pose ma question. Voilà, Oui, je trouve Pardon. l'idée très intéressante, effectivement. Je voulais savoir si c'est un bouillon, quel bouillon, c'est spécifique ou n'importe quel bouillon. Est-ce que voilà. Alors, c'est vrai qu'au départ, nous, on a travaillé sur des cœurs cervelles. Mais je pense que justement, c'est les études qui permettront de voir quel bouillon, comment optimiser. Et bien sûr, parce que ça a un certain coût, il ne faudra pas que ça soit pour le tout venant, comme je dis. En fait, c'est vraiment dans le cadre de patients qui ont des signes d'appel infectieux, mais pour lesquels on ne retrouve rien sur une fermoculture. Ça vaut le coup, effectivement, de se pencher dessus. Merci, Madame Pavili. Ah non, non.